Actrice populaire, connue pour ses nombreux films et téléfilms, comme le très réjouissant Une famille formidable, diffusé sur TF1, elle est également une comédienne de théâtre, formée par Jean-Louis Barrault, entre autres, que l'on a pu voir l'année dernière dans Sarah, aux côtés de Robert Hirsch, et que nous verrons prochainement dans Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt. Elle possède aussi un joli brin de plume et s'est imposée comme écrivain avec plusieurs romans, dont le dernier, Une soirée, et puis des récits autobiographiques, dont Le voile noir, publié en 1992 et qui a fait connaître au public son enfance tragique. J'ai le plaisir de recevoir Annie Dupéret. Bonjour Annie. Bonjour. C'est vrai que vous avez cette double étiquette très très importante, hein, à la fois d'actrice, comédienne, aussi bien pour la télé que pour la scène, et aussi d'écrivain. Je crois que ces deux pôles, acteur, écrivain, actrice, écrivain, fonctionnent ensemble. Oui, oui, tout à fait. Ils ont toujours fonctionné ensemble, mais en fait, ça se savait pas trop. Puis j'ai pas été très pressée que ça se sache. Non, quand j'ai écrit mon premier roman, j'avais 25 ans quand même. Je suis tombée sur un monsieur charmant éditeur qui était François-Régis Bastide, qui était critique de théâtre et éditeur aussi. D'ailleurs, je ne savais pas du tout qu'il était éditeur quand il a lu mon texte comme ça. Il m'a dit, bon, bah, c'est un roman et je vous le prends. Bon. Et il m'a dit, je vous préviens tout de suite, au Seuil, on est une maison littéraire. On ne va pas mettre en épingle du tout le fait que vous soyez un peu connue comme comédienne, on va vous sortir comme un jeune auteur. Et j'ai trouvé ça très très bien. Je me suis dit, c'est très très bien. Donc j'ai fait un premier roman. Il y a peu de gens d'ailleurs qui le savent, qu'il y a eu ce premier roman. Et puis un deuxième. Et puis ça s'est fait naturellement en fait. Ça s'est fait tout doucement, comme ça l'écriture s'est imposée. Pour moi, elle existe depuis toujours. Mais les gens l'ont découvert, pas d'une manière médiatiquement poussée comme ça, et je trouve ça très bien. Voilà. Alors, pour revenir à ce pourquoi on vous connaît peut-être d'abord, quand même, votre métier de comédienne, vous, ce n'était pas franchement une vocation. On y a pensé pour vous, initialement. Oui, il y a eu un petit déclic. Bon, il ne m'a pas échappé quand même que je me sentais plutôt à l'aise sur un plateau et que j'étais bien là-dedans. Mais c'est vrai que ça n'a pas été une volonté au départ de me dire, tiens, je veux être comédienne ou je veux... Comme les gens me disaient quelquefois, est-ce que vous vous disiez, tiens, je veux absolument des grands rôles, je veux être une tête d'affiche, je disais pas du tout, mais pas du tout. J'aimais bien faire ça, j'aimais bien pratiquer cet artisanat-là, mais je crois que j'ai été pressée pour rien, moi, en fait. Je crois que c'est peut-être une des choses qui m'a facilité le plus la vie, c'est que je suis assez patiente et je ne me dis pas vite que je devienne ça ou que j'ai ceci. Non, je me contente que les choses se fassent au fur et à mesure, sans avoir finalement, j'ai peut-être pas beaucoup d'ambition, pas d'énormes ambitions comme ça. Vous accueillez les choses quand elles arrivent. Voilà, quand elles arrivent. J'essaie d'en tirer le maximum pour moi, comme ça, pour les faire le mieux possible, mais c'est vrai que je ne me projette pas énormément dans l'avenir. Enfin, vous avez quand même, l'important est de faire les bons choix au bon moment, et vous avez démarré assez rapidement dans des films en tant que très jolie jeune femme. Oui. Et à un moment, vous vous êtes dit, ça suffit, je ne vais pas tout miser sur mon image. Oui, oui, c'est vrai. Vous avez pris une décision radicale. Vous avez quoi, 23, 24 ans? J'avais 23, 24 ans. J'avais fait le conservatoire d'art dramatique dans la classe de René Simon. J'avais commencé par le théâtre, peu de théâtre. J'avais surtout joué avec une dame avec laquelle j'ai beaucoup appris, qui était Elvire Popesco, qui était un personnage formidable. J'ai joué avec elle pendant un an. Et puis c'est vrai que le cinéma, à l'époque, un gentil cinéma, bon, à part Jean-Luc Godard, ça fait vachement bien de se dire on a commencé par Jean-Luc Godard, c'est pratique pour comme début de carrière. Mais à part ça, ça a été quand même des films, oui, très, très, très gentils, sympas, comme ça. J'ai été un peu happée à cause de mon image de jolie fille. Et j'ai lâché le théâtre pendant 3-4 ans. Et puis je me suis rendu compte petit à petit que j'étais en train de lâcher un véritable métier. De perdre une intériorité aussi peut-être? Non, je perdais pas, moi je perdais rien, mais du moins l'image était trop omniprésente. J'ai quand même pris conscience assez vite que Jolie fille était un investissement à très court terme. Ah ça. Voilà, et que voilà, et qu'on ne demandait pas, il y a quand même une misogynie ambiante un peu dans ce métier, ce qui fait que quand vous êtes très 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 jolie, c'est quand même, je crois que c'était mon cas, on n'attend pas de vous que vous soyez forcément très 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 bien. Bon, si vous êtes bien, tant mieux, mais on vous demande pas plus. Donc ça, je me suis dit, ça va pas du tout, ça va pas du tout. La scène,
puisque l'image est moins omniprésente sur scène, la scène est l'endroit où on peut prouver vraiment qu'on a quelque chose dans le ventre. Est-ce que vous êtes devenu adulte au moment où vous avez fait ce choix-là de revenir sur scène et de refuser des films peut-être faciles à faire? Vous vous dites que le théâtre, c'est l'état d'adulte de l'acteur. L'état adulte de l'acteur, oui, adulte. j'ai souvent dit ça. Oui, c'est une phrase que je renie pas du tout. Mais qui est très belle. Mais c'est-à-dire que on mène la barque au théâtre. Je veux dire, les comédiens ont les clés de la représentation, du rapport avec le public, de ce qui se passe. Le metteur en scène a été extrêmement important, mais plus comme un accoucheur qui vous a donné les clés du pouvoir après, parce que le soir, il n'y a plus que vous. Hein, une fois que la caisse est fermée, le metteur en scène n'est plus là, plus personne n'est là, généralement, même plus le directeur du théâtre le plus souvent, et il y a qui? Les acteurs et le public. Et on mène la barque, vraiment, on fait le spectacle avec soi et les techniciens. Alors qu'un film vous échappe plus. Il vous échappe par la force des choses, je veux dire, parce que nous ne sommes jamais, les acteurs ne sont jamais maîtres à bord d'un film. C'est le metteur en scène qui est le père absolu. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? De sauter d'une chose à l'autre. J'adore, c'est vrai qu'au début de cette carrière, 40 ans 40 déjà, ans 40 ans de Vous les carrière, portez très bien. quand on me parlait ce mot qui me terrifiait, ligne de carrière, mon Dieu, comme si, moi je disais tout de suite le zigzag. Oui. Le zigzag, c'est la ligne la plus longue pour aller d'un point à un autre, et la plus variée aussi. Et c'est vrai qu'il y a eu des années comme ça qui pour moi étaient des années qui représentaient tout ce que j'avais envie dans ce métier. Il y a notamment eu une année au théâtre où j'ai joué un personnage qui était un peu un clown femelle, qui était formidable, qui s'appelait La fille sur la banquette arrière. Et j'ai joué Duo pour une soliste, où je jouais cette dame atteinte de sclérose en plaques, qui avait des séances avec un psychiatre, et c'était une pièce vraiment très difficile. Et ça, c'était deux pôles tellement contrastés que je me suis dit, tiens, ça c'est une année où je touche l'idéal de ce que je pense être dans la vie d'une comédienne, vraiment, voilà, faire un clown et une tragédie. Il y en aura d'autres des années comme ça? Sans doute, j'espère. Je vous remercie beaucoup, Annie Dupéret. Lucien Legras et son épouse Ginette sont morts le 6 novembre 1955 à 11 h du matin. Nés à quelques mois d'intervalle, ils étaient tous deux dans leur 30e année. Ma sœur avait à peine 6 mois et moi 8 ans et demi. Ils ne sont pas morts ensemble volontairement, c'était un accident. Non pas bruyant et spectaculaire, pas de ferraille tordue, pas de choc, pas de sang, pas de traces de violence. C'était une mort silencieuse, la mort qui cueille, en douce, qui laisse les corbeaux et intacts, comme endormis, l'asphyxie. Annie Dupéret, c'est un petit extrait du Voile noir, qui est le livre que vous avez publié en 1992 et qui a révélé au grand public votre enfance tragique, avec un titre. Vous venez de me l'expliquer à moi toute seule, mais expliquez-le, allez, expliquez-le aux téléspectateurs, oui, ce titre de Voile noir. Alors j'ai choisi ce titre-là parce que quand je voulais parler aux gens de cette absence de souvenirs d'enfance, le fait que cette mort des parents, effectivement, avait rayé pour moi, sans doute, pour une question de survie. Comme ça, l'esprit se défend comme il peut. J'ai rayé toute mon enfance et je disais, j'ai l'impression de ça. J'appelle toujours ça le voile noir. Pour moi, le voile noir, puisque mon père était photographe, ça évoquait aussi le voile noir du photographe. Et quand le livre est sorti, il y a un autre sens qui m'a été donné, que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que quelqu'un, en regardant la couverture, la photo pour la couverture que j'avais choisie, qui était mon père et moi dans un petit avion, il y a quelqu'un qui n'était aucunement au courant du sujet et qui a dit « Ah bon, c'est sur l'aéronautique ?» Et mon éditeur a dit « Mais non, pas du tout, pourquoi est-ce que vous dites ça ?» Mais parce que le voile noir, c'est le terme qu'emploient les pilotes d'avion quand ils chutent brutalement, même peut-être les pilotes de chasse, j'en sais rien, quand la vitesse et la chute est telle qu'ils ont un bling comme ça dans le cerveau, ils appellent le voile noir. Voilà. Donc il y a ce troisième sens en plus qui s'est mêlé, et c'est vrai que cette mort des parents est une chute aussi, en quelque sorte, qui a fait... Alors, vous l'avez dit, vous avez tout oublié de ce qui s'est passé pendant 8 ans et demi. De 0 à 8 ans et demi, vous avez oublié ce qu'était votre enfance. Il y a une deuxième enfance, on va dire, qui a commencé. Oui, j'ai pu écrire effectivement que j'avais l'impression d'être née
de leur mort, du jour de leur mort. Voilà. C'est tout à coup, on n'arrive plus à savoir ce qu'il y a avant. Ce qui est terrible dans ces traumatismes-là, très très violents, de ces morts d'enfance violentes comme ça, c'est que ce sont des bombes qui... Un retardement? Non, pas du tout. C'est une telle catastrophe que ça prend le pas sur toute l'histoire familiale. Généralement, la famille explose, d'ailleurs aussi, parce que les gens, il y a du silence qui naît de ça, on ne veut plus parler du passé, on n'aime plus les fêtes, on on reparle pas parce que ça fait mal à tout le monde. Et il est extrêmement difficile, alors difficile de faire le deuil, bien sûr, je l'ai exprimé dans ce livre-là, mais maintenant, je vais vous dire, maintenant, 12 ans après ce livre, presque 50 ans après leur mort maintenant, je m'aperçois qu'il y a encore plus difficile. C'est-à-dire que de telles morts sont un événement vedette, qui prennent la vedette sur tout ce qui a été la filiation. C'est-à-dire qu'on ne peut plus remonter avant, on ne peut plus remonter aux grands-parents parce que personne n'a plus parlé. Il est très difficile d'imaginer d'où vous venez vraiment. C'est vrai que c'est un événement vedette, un traumatisme comme ça. Alors on a du mal à faire avec lui, mais en plus il vous bouge tout ce qu'il y a eu avant, tout ce qu'il y a eu derrière. Les grands-parents, d'où on vient, l'histoire de la famille. On dirait que tout est né de ce jour-là, effectivement. Comme vous l'avez signalé, ce livre a été écrit il y a 12 ans, puis vous avez eu encore beaucoup d'années avant d'accoucher de ce livre, oui. De le mettre vraiment à jour. Mais alors ce deuil, aujourd'hui, il est fait ou pas? On n'en finit pas avec ces histoires-là, de toute manière. Je crois que ça tient, peut-être ça tient effectivement à l'événement traumatique, je veux dire, au choc. De ça, on se... Vraiment, puis comme je viens de le dire, ça a des conséquences, on n'en finit pas de découvrir les conséquences de ça. Bon, certainement, j'ai fait des pas, mais pas complètement. Je veux dire, je crois que la paix ne sera jamais là. De toute manière, je crois qu'il y a quelque chose bloqué à cet âge de 8 ans et demi chez moi. Ça va peut-être me garder jeune très longtemps. Il y a des mots, et vous le dites très bien, parce que l'écriture en plus est magnifique. C'est un peu le choc des mots et le poids des photos. Hein. C'est un peu l'inverse de ce magazine très connu. Mais il y a des mots, vous dites que vous avez du mal à dire. Vous direz plus facilement mon père et ma mère que bien sûr, oui. Papa et maman. Papa C'est et encore maman, des mots qui restent là. Oui, c'est toujours des mots où ma voix me sonne bizarre à moi. Pour dire maman, c'est un truc qui est pas naturel. Mais ça, effectivement, tous les gens qui n'ont pas eu de parents jeunes comme ça ont beaucoup de mal avec ces mots-là. C'est des petits écueils. Comment vous avez transmis votre histoire à vos propres enfants? Alors, j'ai écrit ce livre. Bien sûr, ils savent ce qu'il y a dedans. Ma fille, la plus courageuse, vient de le lire. Elle a quel âge? Elle a 19 ans. Mon fils, qui a 22 ans, ne l'a pas encore lu. La fille de ma sœur, qui a 24 ans, ne l'a pas encore lu non plus. Et je pense que ça viendra, j'espère en tout cas, parce que c'est vrai que c'était difficile pour moi de rompre ce silence et que c'était pour avancer que j'ai écrit ce livre, mais c'était aussi pour ne pas leur léguer du silence. Et malgré eux, instinctivement, ils refont du silence. Et bon. Sauf votre fille. Sauf ma fille. Mais parce qu'aussi, on en a parlé. J'ai dit, vous recréez quelque chose. Je veux dire, c'est vraiment comme je disais, ça n'en finit pas de provoquer des réactions, ce genre de mort comme ça, terrible. Et les petits-enfants, eux aussi, n'en parlent pas. Et si on en parle, ils évitent. Il y a une sorte de pudeur aussi. Il y a la peur de ce qu'il y a derrière. Enfin bon. Et votre fille, elle a réagi comment alors? Elle ne m'en a pas encore parlé. Ah. Non. Tout ça est infiniment sensible. Et le restera, je le crains. Oui. Et si vous pouviez parler à la petite Annie Dupéret, Annie Legras, vous lui diriez quoi? Oh, j'ai une conversation avec elle absolument incessante, puisqu'elle m'habite toujours, cette petite fille. De temps en temps, elle m'enquiquine, l'orpheline. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'elle grandisse un peu plus vite. Mais je ne suis pas sûre même qu'elle grandisse un jour. C'est peut-être mieux comme ça? Je ne suis pas sûre. Non plus? Non plus. Je vous remercie beaucoup, Annie Dupéret. Curieux d'être si impérieusement poussé par le désir d'écrire, de dire, au point de ne rien souhaiter d'autre, de refuser de faire quoi que ce soit d'autre, attelé au besoin d'écrire, et puis de se retrouver là, devant la feuille, des heures, des jours, envahi par ce si pressant besoin, avec un trop-plein de choses à dire, celles qu'on n'arrive pas à dire,
qu'on sent mais qui ne se formule pas encore ou jamais. L'émotion qui gonfle et qui bloque tout, remplie à en avoir mal physiquement et le souffle court d'une aspiration impuissante. Et ça pousse, mais ça ne sort pas et on ne sait pas ce que c'est. Si on savait au moins, on pourrait. On pourrait. Encore extrait, Annie Dupéret, du Voile Noir, qui est un livre, comme on a pu le noter, à d'écriture précise et magnifique. Et là, vous marquez, le titre, c'est S'écrire, se crier. C'est vraiment votre cas, parce que l'écriture, pareil que le théâtre, c'est un peu une thérapie. En ce qui vous concerne, l'écriture, vous nous avez expliqué qu'elle vous accompagne depuis votre plus tendre enfance, ou presque. Oh oui, vers, je suppose, vers 11, depuis l'âge de 10, 11 ans, oui. L'âge des journaux intimes, des journaux en fait. intimes, tout ça. C'est vrai que j'avais compris que c'était un geste consolateur, tout à fait. Le fait d'être assis, un besoin absolu de, je ne sais pas comment définir ça, un petit peu ce que j'ai dit dans ce texte, quoi, d'essayer de saisir, de l'éprouver, de le traduire en signes et de le coucher là, sur la page. C'est un besoin physique. Quelquefois physique, oui, parce que c'est tellement flou, on se sent plein de quelque chose, d'envie de dire, ou de choses qu'on n'a pas comprises, ou de l'éprouver, oui, de l'éprouver vague, qu'il faut préciser et coucher sur le papier pour que ça arrête de tourner, je suppose. Ou que ça... Si on a réussi à mettre une perle de quelque chose là-dessus, enfin, quand je dis perle, je ne parle pas au sens précieux, mais vraiment à cristalliser quelque chose là, bon, que le reste puisse s'en trouver éclairé, peut-être. Dans le fait d'écrire aussi, on est un peu ramassé sur soi. Oui, il y a un côté fœtal comme ça, oui. Tout à fait. Oui, oui, il y a une position œuf. Ça vous plaît Oui, 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 tout à fait. J'en ai un besoin absolu, toujours d'ailleurs. Toujours. Après mais j'écris pas toujours pour être lu, hein, ou alors j'écris des lettres. Moi, je continue toujours à écrire des lettres. J'ai tout à fait besoin de ça. Et c'est vrai que si j'ai pas écrit pendant 3, 4, 5 jours, comme ça, il y a comme ça une masse d'éprouvés, de sentiments un peu vagues que j'ai besoin de m'asseoir pour poser tout ça là. Voilà. Quand on écrit, il y a à la fois quelque chose qui tient lieu, enfin, il y a un mouvement intérieur, il y a revenir sur soi. Vous, en l'occurrence, ça peut être votre passé, ou alors quand c'est une fiction, comme votre dernier roman, Une soirée, bon, c'est une imagination. Et puis il y a le moment où on l'extériorise aussi. Oui, mais de toute manière, c'est vrai que c'est une énergie que je sens, moi, plutôt comme ça. Je veux dire, elle va à l'intérieur et à la limite, elle filerait après par la main. Le grand luxe que je vis, c'est-à-dire d'avoir 2 métiers, mais ils ont une énergie comme des roues de moulin qui tourneraient exactement dans le sens inverse. C'est-à-dire que quand je me mets à écrire, ça vient comme ça, on rentre en soi et ça va par la main. Et quand on joue, on cherche un personnage à l'intérieur, on fait ça et il sort en extériorisation de l'autre côté. Je veux dire, c'est vraiment 2 mouvements tout à fait inverses que je ne me risquerais pas à pratiquer ensemble. Parce que ça risquerait de coincer. Quand vous rentrez en écriture, vous ne pouvez pas jouer au théâtre ou... Hors de question. Ah, d'accord. Ah oui, oui, oui. Tout en ayant besoin de ces 2 pôles quand même pour que ces mouvements... Bien sûr, mais c'est alterné. Je veux dire, il ne faut pas faire les deux. Enfin, moi, je ne pourrais pas faire les deux en même temps du tout. C'est 2 emplois de moi complètement différents. Est-ce qu'il faut du courage pour écrire? Oh, oui, je crois, si on veut écrire pour être lu, et lu par des gens qu'on ne connaît pas. Je ne parle pas des lettres, parce que des lettres, c'est déjà écrire pour être lu. C'est avoir déjà un lecteur. C'est déjà un grand pas déjà. Après les journaux intimes, écrire des lettres. Mais quand on s'adressera, si on veut écrire pour des gens, oui, il faut du courage. En même temps, il faut une grande humilité. Il faut mettre un lecteur imaginaire en face de soi. Il y a un petit passage chez Romain Gary que j'aime beaucoup, c'est dans La promesse de l'aube. On lui avait, après qu'on lui a acheté une nouvelle, il disait c'est chouette, c'est formidable, je vais te publier. Il a écrit pas mal de textes comme ça qu'on lui renvoyait en disant trop littéraire, trop ceci, trop cela. Et il dit lui-même, il lui a fallu un certain temps pour comprendre que le lecteur avait droit à certains égards et que pour inviter dans un livre un lecteur, il fallait faire
comme s'il ne connaissait rien à l'endroit dans lequel on l'invite. Il fallait dérouler le tapis rouge, il fallait lui montrer où était la lumière, où étaient les objets de première nécessité, comme dans un hôtel dans lequel on l'inviterait, et qu'il fallait qu'il se sente bien et qu'il se sente chez lui et qu'on prenne la peine de l'installer dans le livre pour qu'il n'ait pas de difficulté à rentrer dedans, qu'il ne reste pas à la porte de l'histoire. Et je trouve ça, d'un grand enseignement, c'est une belle image. Alors moi, c'est vrai, quand je me mets à écrire, je ne sais pas si c'est du courage, non, il faut avoir cette humilité de se dire, j'ai quelqu'un, un double de moi-même, à la limite, en face de moi, qui ne connaît rien à ce que j'ai envie de raconter. Donc il faut que je lui déroule un tapis rouge et que c'est vrai que ma première envie, c'est que ce soit confortable, facile. C'est pas Sartre qui inversement avait dit ou écrit ah bon, parce qu'il y en a qui écrivent pour être lus. Oui. C'était là, on est sur la. Si, c'est pas pareil d'écrire pour être lu. Alors vous jardinez beaucoup. Oui. Vous aimez beaucoup ça, c'est une passion. Est-ce que ça ne tient pas un peu du même processus de semer quelque chose? Est-ce que vous faites des ponts entre ces deux activités-là? C'est possible, mais de toute manière, j'aime les activités qui produisent quelque chose de tangible. Fertile. Voilà. C'est vrai que j'ai cousu pour faire mes robes, ah oui. mais parce que on a une robe qu'on peut porter après sur soi. C'est vous qui l'avez faite, celle-là? Non, celle-là, non. Raté. Mais, Raté. Non, raté. Mais j'ai fait longtemps, ça. Ma grand-mère était couturière, donc ça. J'aime bien faire des tableaux, j'aime bien peindre parce qu'on voit les tableaux. Et puis faire des légumes ou faire des fleurs parce qu'on peut faire des bouquets avec. J'ai beaucoup plus de mal avec les choses abstraites, effectivement. J'aime bien, ça me rassure que ça produise quelque chose. Vous serez encore productive longtemps en termes d'écriture? C'est un besoin qui n'est pas j'espère. éteint, j'imagine. À chaque fois, j'ai peur. À chaque fois, j'ai peur. J'ai peur de pas retrouver l'évidence d'un livre. Ça, c'est merveilleux. Je trouve quand tout à coup, on a un sujet, un thème. Tiens, si j'allais tourner autour de cette question, qu'on commence à voir l'histoire et qu'on se dit, tiens, je vais faire un livre. Ça y est, je sens que je vais faire un livre. Et là, pour le moment, je ne sais pas. C'est comme une femme enceinte. On est enceinte ou pas d'un livre. Voilà, c'est ça. Moi, j'attends d'être fécondée par une idée quelconque. J'espère bien que ça va venir. Je vous le souhaite. Merci beaucoup, Annie. Éduquée classiquement dans la religion catholique, elle a été baptisée, a fait sa première communion, mais a très vite rompu avec ce Dieu qui a permis la mort de ses parents. Elle clame qu'elle n'a pas besoin de spiritualité pour bien vivre, et pourtant les allusions à la religion sont souvent présentes dans ses livres ou même dans ses propos. C'est vrai, Annie Dupérret, que c'est souvent là, et puis c'est pas là. Oui, c'est là et c'est pas là. J'arrive pas à être vraiment... Il ne m'a pas été donné ce cadeau. Ce beau cadeau, je crois, qu'est la foi. Mais il faut peut-être le demander. Ouvrez, je vous ouvrirai. Je ne sais pas, est-ce que ça se cherche? Est-ce que ça se cherche? Est-ce que ça se quémande? Est-ce que ça se veut? Je n'en suis pas sûre. Bon, peut-être, certainement, il y a eu la mort des parents qui a fait que ça m'a éloigné certainement de la croyance d'un Dieu, a fortiori bon et juste. Tellement c'était pas juste de m'avoir fait une chose pareille, comme à d'autres gens, des choses terribles. Mais c'est vrai que bon, j'ai pas beaucoup travaillé la question. Ceci dit, j'ai une bonne nature. Je suis plutôt bonne fille. Je ne suis pas envieuse, je ne suis pas jalouse. J'ai assez peu de mauvais sentiments. Je pense qu'on peut s'améliorer si on... Je défends complètement, effectivement, des valeurs tout à fait chrétiennes, mais que je trouve simplement des valeurs humaines, normales. Donc c'est vrai que ça a l'air un peu présomptueux de dire, moi, je n'ai pas besoin de Dieu pour bien me conduire, bien vivre et souhaiter le meilleur à mes contemporains. Je suis comme ça. J'adorerais avoir la foi. Ça doit être effectivement très éblouissant. Voilà. Bon, j'ai peut-être un petit peu plus de mal, mais non, ce n'est pas pour autant que j'ai envie de me conduire n'importe comment. Oui, enfin, il y a les valeurs et il y a la foi en elle-même. Vous dites que vous ne vous êtes pas beaucoup encore penché sur la question. C'est par peur, c'est par manque d'envie, manque de temps ou... Parce qu'on peut chercher quand même, on peut décider d'essayer de frapper à la porte et de, je sais pas moi, de lire des textes.
d'aller Oui, faire mais des c'est peut-être là retraites où pour peut-être voir, j'en ressens pas le besoin, quoi. J'en ressens pas le besoin, non. Je vis du mieux Mais- que je peux même par rapport à avec les vos, autres. même par rapport à vos parents, parce qu'avec la foi catholique, il y a toute cette croyance dans un au-delà, Oui, non, croyance que vous ne devez non, pas avoir, non. j'imagine. Non, non, pas Et vous n'aurez pas forcément. Ceci envie. dit, je suis pas sûre. Je suis pas. J'admets que ça puisse être possible, notamment à certains signes que j'aurais eu, que nous avons eu, ma Par sœur et moi. exemple. Il est bon. C'est des choses assez indéfinissables. C'est sauf signe un peu gag qu'on a eu, comme elle de tomber par exemple le jour de la mort des parents, alors qu'elle était en grand cafard en train d'acheter un livre. Elle achète un livre choisi parmi des milliers de livres. Elle prend juste le livre ce jour-là où il y avait la date de la mort des parents. Bon, c'est des signes comme ça où on se dit est-ce que c'est un petit coucou de l'au-delà ou est-ce que c'est vous savez, ces choses comme effectivement, toujours les jours anniversaires où on regarde la photo accrochée au mur et boing, elle se met à tomber. Alors il y a des amis férus de spiritisme qui vous disent « Oh mais ça, ils savent très bien le faire ». Faire des bruits et faire bouger des objets, c'est ce que les morts, les esprits font le plus facilement. Alors on écoute ça, on se dit « Peut-être, peut-être pas ». Après tout, qui le sait? Mais je veux dire, je n'accroche pas forcément une survie, c'est possible. C'est possible. Je n'en ai pas la certitude, je ne me sens aucune possibilité, moi, humaine, de me dire, attendez, j'y vais y croire dur comme fer. Je peux pas. Le doute sera toujours supérieur. Mais ce n'est pas une question de certitude, hein, c'est une question de confiance ou pas. Oui. Personne oui, n'aura oui, la oui, certitude oui. avant d'y Bah, être. je peux essayer d'avoir confiance, mais j'aurai toujours le doute. J'aurai toujours le doute, de toute manière. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire En que tout cas, je ne peux pas l'apparenter à un Dieu plutôt qu'à un autre. ça veut dire que pour vous, on aime en vain, que tout va s'achever et on n'en parle plus? Je ne sais pas. Voilà, la religion, c'est je ne sais pas. Je l'espère, mais je peux pas dire je crois, parce que quand même, ne m'échappe pas là-dedans qu'il y a que le chose de me rassurer, que c'est mieux d'espérer, plus comme ça. Oui, se rassurer. Je n'arrive pas à me rassurer complètement. Et pour vous, Dieu est responsable de la mort de vos parents? C'est pas Dieu, mais si Dieu existe, il n'est pas très gentil. Il n'a pas été gentil avec moi. Mais Dieu, il a peut-être une toute-puissance d'amour, Oui. qui n'est peut-être pas une puissance telle que Voilà. nous, on l'imagine avec nos pauvres petits cerveaux humains. Voilà, bon, bah, disons qu'il est comme il est, quoi. Et puis on se débrouille comme on peut. Il y a une des béatitudes, la 3e, qui dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Je suppose que vous la connaissiez. J'imagine qu'elle doit résonner en vous, cette béatitude. Oui, ça ne me dit pas grand-chose, je dois vous dire honnêtement. Toutes ces belles paroles ne me disent pas grand-chose. C'est vrai. Et vous aimeriez qu'elle vous dise quelque chose? Ça serait plus confortable, je l'avoue. Mais je comprends qu'on puisse à la limite y croire et qu'il y a de la beauté là-dedans. Mais je n'arrive pas à trouver la moindre consolation là-dedans. Non, du tout. J'aime mieux, effectivement, comme je vous dis, vivre du mieux que je peux. Vous voyez, par exemple, il y a une chose qui me surprend, qui n'arrête pas de me surprendre, c'est que tous nous attend la mort, vraiment. D'accord. Et la vieillesse terrible et tout ça. Et comment est-ce que les gens ne se jettent pas dans les bras les uns des autres pour se consoler de ce qui va leur arriver et d'essayer de se faire du bien plutôt que de se faire du mal? Ça, je n'arrête pas d'en être surprise. Vraiment. Qu'est-ce que, si Dieu d'aventure existait, qu'est-ce que vous lui diriez le jour de votre rencontre à tous les deux? Bonjour. C'est un bon début. C'est déjà ça. Et, je vais peut-être vous poser une question un petit peu dure, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Et si vous étiez donné de pouvoir parler à vos parents, vous leur diriez quoi? Oh. Non, ça, je ne sais pas. Trop de choses. Non, je peux pas. Vous leur diriez, lisez mon livre. Non, s'ils sont encore quelque part avec une conscience quelconque, ils le savent. Ils le savent. Mon père a laissé des photos, tout ça. Il y a eu des petits cailloux, certainement. Je vous remercie beaucoup, Annie Dupéret. C'est une valeur dont on parle peu, qui devrait être naturelle et qui ne l'est pas toujours.
Elle arrondit les angles, adoucit le monde, éclaircit le gris, chasse le noir. Elle se manifeste dans un sourire franc, un regard compatissant ou une parole affable. Elle a à voir avec l'amabilité, la prévenance, la douceur et peut-être même la grâce. Mark Twain écrivait « La gentillesse est le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir ». Elle vous plaît la Je ne connaissais pas cette phrase. citation de Mark Twain sur la gentillesse, qui est la valeur, Annie Dupéret, que vous avez choisi de mettre en avant. Je crois bien que vous êtes la toute première invitée de VIP à avoir choisi la gentillesse. Oui, ça veut bien m'étonne dire pas. quelque chose quand même. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est vrai que c'est pas un mot, une qualité qui a très bonne presse comme ça. Ça fait un Gentil, petit ça veut peu dire un peu cucu, bêta, quoi, un peu cucu, peu un brave. peu machin, il est bien gentil, oui. C'est vrai que c'est quand même assez... bon, c'est pas très valorisant, quoi, en général. Non, moi, c'est vrai que j'ai choisi celui-là, comme on m'avait posé cette question, parce que je crois que j'ai su quand même très tôt que j'étais une gentille. Une gentille fille? Oui, que j'étais... Mais j'ai bien vu quand même que ça commence à l'école, hein, généralement, que j'étais plutôt très bonne camarade, que j'étais plutôt arrangeante, que oui, j'étais gentille. Et puis j'aimais ça, être gentille en plus. Alors j'étais toujours très surprise quand les autres ne l'étaient pas, ou je voyais qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas la jalousie, je ne comprenais pas l'envie de faire des crasses, l'envie de faire des niches. Je pousse la gentillesse très très loin, jusqu'à même être un petit peu chiante. Exemple. Par exemple, oui, j'aime pas les blagues, voilà, parce que j'ai toujours peur que ça mette les gens en porte-à-faux, que je pousse la gentillesse jusque-là. J'aime autant qu'on le soit autant avec moi d'ailleurs, parce que je déteste les blagues et les surprises et les trucs comme ça. Ça me colle toujours un peu froid. Donc voilà, je suis plutôt douce et gentille. Et c'est vrai que vers 14-15 ans, on commence à vous dire « mais toi, de toute manière, tu es trop gentil » ou « toi, tu es trop ceci ». Méfie-toi, dans la vie, il faut quand même jouer des coudes. Il faut une part d'agressivité, vous savez, pour réussir, etc. Des tas de choses qu'on entend comme ça, pas hésiter à marcher un petit peu sur les autres, si tu veux, parce que sinon, tu arriveras. Si tu es trop gentil, il y a toujours ce truc qui revenait. Et je crois que quand même, bon, c'était peut-être pas complètement conscient, mais en tout cas, je ne peux pas guère faire autrement, puisque en plus j'étais gentille puis j'aimais ça. Je me suis dit, bah, tant pis, si ce n'est pas une bonne arme pour réussir quelque chose, bah, tant pis, ce sera avec celle-là que je me battrai, en tout cas. Mais justement, vous dites que ce n'est pas une bonne arme. Moi, je trouve que la gentillesse, elle peut être même complètement désarmante et elle peut désactiver des tensions quand vous avez quelqu'un d'agressif en face de vous. Un journaliste ou un intervieweur, par exemple, oui. On peut le désarmer en étant tellement gentil, en l'enrobant de gentillesse. Oui, je sais pas, je fais ça. Non, mais il faut quand même être un peu gentil naturellement, ça ne peut pas être complètement programmé. Mais non, c'est une valeur, en fait, quand même, une qualité, disons, qui est quand même bien agréable à vivre, non? Il y a une citation qui dit que c'est la noblesse de l'intelligence. Ah, ben ça, c'est mignon, mais c'est joli aussi. Mais c'est vrai que la vie serait quand même beaucoup plus agréable si on essayait d'être gentils les uns avec les autres, oui. Il y a vous allez dire que j'insiste, il y a une béatitude, la deuxième. Allez-y. La deuxième béatitude. Allez-y, c'est mon jour de béatitude. Voilà, c'est le jour de béatitude qui dit « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » Bah. Vous allez recevoir la terre en héritage. Pour Mère Teresa, la gentillesse, c'est un des 4 piliers fondamentaux avec l'amour, la compréhension et la paix. Ça paraît énorme, l'amour, la compréhension et la paix, puis hop, la gentillesse, la quatrième, la petite sœur. Vous les reliez, vous, à ces 3 autres? Oui, bien sûr, parce qu'il y a évidemment, si on est gentil, on n'a pas envie de guerre, on n'a pas envie de marcher sur les autres. On admet, quand on est gentil, que l'autre... C'est pour ça que, quand on parlait de spiritualité, je disais, j'ai pas tellement besoin de religion. Moi, par exemple, à mes enfants, je les ai pas élevés religieusement. Je le déplore, peut-être c'est un tort. Je n'ai pas pu les éduquer dans ce sens-là du tout, puisque je ne croyais pas moi-même. Par contre, peut-être un des seuls principes vraiment absolus que j'ai essayé de leur transmettre, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Rien qu'avec cette simple phrase, chrétienne ou pas, aime ton prochain comme toi-même. Voilà.
rien qu'avec ça, le monde irait 10 fois mieux. Et la gentillesse rentre là-dedans. Effectivement, la gentillesse, c'est considérer l'autre comme un autre soi-même, comme un autre être, et le traiter comme on aimerait traiter soi. Je veux dire, c'est ça, c'est tout. Il y a une phrase d'Arletty que vous aimez bien, qui est de la tenue en toutes circonstances. On pourrait un peu la paraphraser en disant de la gentillesse. En toutes circonstances, oui. En toutes circonstances. En toutes circonstances, oui. Quelquefois, il ne faut pas exagérer. Il faut savoir aussi aboyer un petit peu quand les gens ne sont pas gentils du tout. Parce que je sais très mal faire, je dois dire. Mais bon. Aboyer? Oui. Alors comment vous faites? Vous êtes une sorte de victime qui se fait, entre guillemets, bouffer par... Complètement. Si, il m'a été donné de m'apercevoir que quand j'ai eu à subir une ou deux agressions dans ma vie, des vraies agressions, je veux dire, pas simplement des propos pas gentils ou des choses comme ça. Des agressions physiques? Oui, aussi. Ah oui. Je suis complètement désarmée. Je suis complètement désarmée. Alors c'est peut-être le revers de la gentillesse, j'en sais rien, mais je suis paralysée face à ça. Je ne suis pas quelqu'un... il est possible que je ne me défende pas si j'étais vraiment gravement attaquée. C'est drôle parce que vous parlez d'une certaine vulnérabilité, alors qu'en vous, on sent quelque chose de très puissant, une grande force qui se puise peut-être dans ce traumatisme de votre enfance. Mais il y a à la fois, c'est ça, une force et une vulnérabilité quand même. Oui, un mélange assez curieux. Oui, il faut faire avec. Et vous faites avec. Je vous remercie beaucoup, Annie. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 3 béatitudes pour 3 attitudes. Être affamé de justice, miséricordieux, et artisan de paix, toutes choses que l'on retrouve et qui définissent les êtres qui s'engagent, donnent de leur temps, de leur énergie, de leur compassion aussi, se mettent au service d'une cause, qu'elle soit sociale, humanitaire, voire politique. S'engager, c'est un mot fort, Annie Dupéret, que vous avez mis à exécution, j'allais dire. Oui, vous êtes quelqu'un, une femme d'engagement quand même. Oui, je suis une femme d'engagement, mais si j'ose dire, je l'ai fait d'une manière, je le fais de manière assez modérée. Je veux dire, je ne tire pas gloire de ça du tout. Je suis marraine, comme on dit, marraine d'associations qui ont un sens pour moi, je veux dire, avec lequel je suis profondément d'accord, avec la démarche desquelles je suis profondément d'accord. Mais je n'engage pas beaucoup de mon temps, je n'engage pas beaucoup de ce que j'ai... Oui, c'est ça, c'est le temps, je crois, moi, que j'admire le plus. Les gens qui dépensent beaucoup de temps et qui se mouillent vraiment pour faire du bien. Moi, je mets mon image médiatique au service de gens qui vont faire le boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment rester assez discrète et assez humble là-dessus. J'aide SOS Village d'enfants parce qu'ils m'ont demandé d'être leur marraine après que j'ai écrit Le Voile Noir. Et il y avait, c'est vrai, un rapport direct avec mon histoire parce que après la mort des parents, le pire peut-être aussi a été que je sois séparée de ma petite sœur qui a été élevée dans une autre partie de la famille. Et que je sais, pour l'avoir éprouvé, que c'est le genre de dégâts irréparables. Quand les parents protecteurs ne peuvent plus remplir leur rôle, et qu'on vous sépare en plus des frères et sœurs, qui sont ceux sur lesquels on pourrait s'appuyer, avec qui on pourrait se réchauffer, c'est épouvantable. Et bon, cette association, SOS Village d'enfants, recueille des enfants en grande difficulté, c'est-à-dire qui seraient placés jusqu'à leur majorité, et qui seraient placés, quand il s'agit de fratrie, probablement de manière séparée. Ils les recueillent ensemble. Et ça, donc, je suis... c'est bien, c'est vrai, les causes qui se rapportent un petit peu à votre histoire, je veux dire. On les défend d'autant plus facilement. Mais on les défend d'autant plus facilement et d'une manière naturelle. Donc, je suis marraine de cette association. Je fais tout ce que je peux médiatiquement pour les faire connaître, pour tout ça, mais moi, je ne m'en mêle pas. Je veux dire, je suis... Si vous voulez, je veux ramener les choses à leur juste mesure. C'est important ce que je fais. Tant mieux s'ils me disent que depuis 10, 12 ans maintenant que je suis marraine, les dons ont augmenté, ont doublé. Formidable. Ça permet de construire des villages, qui aient plus d'enfants recueillis,
j'en suis fortement heureuse. Toutefois, je pense que le plus gros boulot est fait par ces femmes Évidemment. admirables qu'on appelle les mères SOS, qui vont, elles, élever ces enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Voilà, il faut rester dans la proportion des choses. Moi, je ne donne pas énormément, ni de mon temps, ni de mes forces. Alors ça, c'est une première association. Il y en a deux autres. Il y a la cause des papas aussi. Alors, la cause des papas, c'est vrai que j'aurais presque envie de dire, j'étais marraine des SOS Papa, parce que c'est pas du tout que je veux trahir leur cause. Au contraire, je veux dire, je continuerai et vraiment à défendre moralement comme ça la cause des pères qui sont quelquefois victimes d'injustice ou d'une espèce de sexisme comme ça de la justice Au moment des divorces, notamment. Et peut-être de l'époque, oui. Oui, notamment au niveau des divorces. C'est vrai que la maman, qui a, Dieu sait, un grand rôle dans la vie de l'enfant, a une espèce de droit sur l'enfant qui est appuyé, un droit naturel certes, mais qui est souvent appuyé d'une manière qui laisse l'homme à l'écart et qui en fait ce que j'ai appelé familièrement un cochon de payant de pension alimentaire. Et il avait souvent du mal à obtenir son droit à la tendresse, son droit au rapport intime avec l'enfant, à l'éducation à égalité avec la mère. Bon, quelquefois ça se passe très bien, j'espère que ça s'améliore, mais souvent, et je trouve que c'est une blessure terrible, terrible. Et en quoi ça vous a concerné de près alors? Pas de près vraiment, j'ai eu des amis qui ont vécu des choses tellement terribles, je veux dire, d'être obligés tout à coup de se battre juridiquement pour obtenir un bisou par mois. Et encore, je veux dire, tout à coup, c'était vraiment, mais qu'est-ce qui va enquiquiner les gens, celui-là? C'est une blessure épouvantable, je trouve. Donc, c'est une cause que je défendrai toujours, sans forcément avoir envie d'être marraine d'une association en particulier. Voilà. Et puis, il y a les clowns dans les hôpitaux. Alors ça, c'était une rencontre charmante avec Caroline Simmonds, qui est la patronne du Rire Médecin. Et ce sont les clowns, effectivement, qui font un travail admirable et qui vont jouer 2 fois par semaine dans pas mal d'hôpitaux où il y a des enfants en maladie de longue durée. Et le boulot qu'ils font est absolument extraordinaire. Extraordinaire. C'est vrai que j'ai rencontré une petite fille qui a eu un cancer, qui s'est battue contre un cancer, qui nous a raconté avoir attendu les clowns, mais chaque semaine, pendant l'année ou les 2 ans où elle a été à l'hôpital, et que c'était la bouffée d'oxygène 2 fois par semaine, et que jamais ils n'ont fait la même chose. Vous qui allez jouer à la rentrée dans Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt, vous allez faire sur scène, c'est pas un clown, Mamie Rose, c'est pas un clown, c'est quelqu'un qui vient rencontrer un enfant malade et qui va mourir, mais ça doit vous parler encore plus. Bien sûr, parce qu'elle fait le clown aussi pour lui. Elle lui raconte qu'elle a été, ce qui n'est probablement pas vrai, catcheuse. Oui, elle raconte ses combats. Et donc, elle fait un petit peu le clown pour lui. Elle joue une sorte de personnage comme ça. Mais c'est vrai qu'ils font un boulot tout à fait extraordinaire, parce qu'il faut non seulement une invention, un renouvellement, pour, comme disait cette petite fille, faire des numéros et des choses drôles qui ne soient jamais les mêmes. Et en même temps, il faut une attention et un savoir regarder, je veux dire, savoir jusqu'où aller trop loin avec les enfants, aller parfois les accompagner aux soins quand il y a des soins très difficiles. Enfin, c'est vraiment un doigté et un talent formidable. Il faut que ça vienne des entrailles, des tripes. C'est un boulot, hein, c'est un travail. Que ce soit vrai. Vous prendrez d'autres engagements comme ça? Je ne sais pas. Je trouve que pour le moment, je suis un peu à mon maximum. En plus, je trouve qu'il ne faut pas faire trop de choses. Enfin, 3 associations, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, oui. Il ne faut pas trop de choses, parce qu'après, on devient un petit peu... comment... Ça s'appelait la race des signeurs. Tout à coup, on approuve tout. Bon, on peut pas tout faire. Bon, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça devient important, je crois, médiatiquement, de soutenir certaines associations et voilà. Et de le faire bien. Oui. Je vous remercie beaucoup, Annie.
Après avoir fait le conservatoire de Rouen et joué dans quelques films où sa beauté était mise en valeur, peut-être plus que ses vrais talents de comédienne, elle décida à 23 ans de revenir vers le théâtre, de redevenir un artisan de son art, de retrouver le vrai labeur de la scène et rencontra alors deux hommes qui ont marqué le théâtre français et furent pour elle véritablement des pères professionnels, l'illustre Jean-Louis Barrault et le peut-être moins connu Jean Mercure. Deux gens, deux hommes. Deux gens, oui. Oui, c'est vrai, qui ont été un petit peu mes pères de théâtre, comme ça, mes tuteurs. Enfin, je sais pas, c'était... je les ai rencontrés quasiment en même temps. C'est vrai que vers 23 ans, quand je me suis dit que j'étais en train non pas de me perdre, parce que quand même je faisais des jolis films, mais qu'il fallait absolument que je revienne sur scène, j'ai refusé un ou deux films qu'on me proposait, je crois. J'ai repris les cours de chant, les cours de danse, et j'ai clamé un peu partout que je voulais refaire du théâtre. Et c'est, je crois, tout à fait par hasard que j'ai rencontré Jean-Louis Barrault. Et qui m'a écouté, il m'a dit, je veux monter un spectacle, vous dansez, j'ai besoin d'une comédienne qui soit danseuse aussi. Ah, donc j'ai fait une audition, il m'a engagée pour un spectacle qui s'appelait Jarry sur la butte, à l'Élysée-Montmartre. Et c'est vrai que là, j'ai tout à coup retrouvé l'artisanat avec un homme que j'aimais beaucoup et qui m'aimait aussi énormément. Il m'avait dit, tu es ma fille de théâtre, voilà, tu es ma fille de théâtre. Si j'avais eu une fille, j'aurais aimé que ce soit toi, voilà. Et il me l'a prouvé après, puisqu'il m'a proposé 5 fois, je crois, des beaux rôles. J'ai fait toutes les inaugurations des derniers lieux. Orsay, après l'Élysée-Montmartre, ça a été l'inauguration d'Orsay, l'inauguration du Théâtre du Rond-Point. Et parallèlement à ça, presque tout de suite, puisque Jean Mercure m'a repéré dans le premier spectacle que j'ai fait avec Jean-Louis Barrault à l'Élysée-Montmartre. Qui était Jean Mercure? Parce qu'il parle peut-être moins aux gens. C'est vrai, Jean Mercure était un personnage tout à fait extraordinaire, un grand homme de théâtre, vraiment d'une intelligence et d'une sensibilité formidable. C'est le fondateur du Théâtre de la Ville. Voilà. C'est-à-dire qu'il a fait des mises en scène très brillantes. Il a été un grand animateur de théâtre, comme Jean-Louis. Et c'est vrai que Jean Mercure était un personnage beaucoup moins charismatique que Barrault. Je veux dire, il avait un charme extrêmement discret. Il était assez spécial à pratiquer parce qu'il était d'une exigence et d'une rigueur telle qu'il était peut-être assez peu séduisant comme personnalité, comme ça. Mais alors, c'était moi, à travailler avec lui, il m'a engagé pour La guerre de Troie n'aura pas lieu. J'ai joué Hélène de Troie dans ce magnifique spectacle avec Flotats, avec José Maria Flotats. Et travailler avec Jean était une torture totale. Parce qu'il mettait la barre tellement haut que jamais, jamais, au grand jamais, on ne pourrait atteindre la perfection à laquelle il rêvait et pour laquelle il vous torturait sans relâche. Je veux dire, au quart de ton près, à la musique de l'intonation, il fallait tout à la fois. Enfin, c'était un travail d'une exigence incroyable et magnifique. On souffrait beaucoup quand on était sur scène avec lui. On avait tendance à ne pas être d'accord à résister complètement à ce qu'il voulait, parce qu'il était assez maladroit, il faut dire. Il n'était pas tellement psychologue dans ses indications. Mais quand on quittait la scène et qu'on le regardait travailler avec les autres et qu'on n'était plus sous le feu vraiment de son exigence, on comprenait et on se disait « Oh, il a raison, il a raison, il a toujours raison ». Et on voyait l'autre se débattre, le camarade se débattre, qui était aux prises avec lui. Et on se disait, mais surtout qu'il ne cède pas, que Jean Mercure ne lui cède rien, parce que ce qu'il lui demande, c'est exactement ça. Et Jean-Luc Barrault, c'était l'inverse. C'était la spontanéité. Il privilégiait vraiment le cri du cœur, ce qui sortait. Il voulait travailler vite, mon Dieu. Mon Dieu. Jean-Louis avait pour rire une devise qui était mal, mais vite. Ça, j'adorais quand il disait ça. Et je disais, mais alors, attendez, Jean-Louis, comment on va faire ça? Écoute, tu le fais comme tu veux, mal, mais vite, s'il te plaît, vas-y, allez, hop, on se lance, on se jette. Et c'était entre ces deux hommes, j'ai travaillé pendant 10 ans avec eux, l'un et l'autre. Et c'est vrai qu'entre ces deux-là, j'ai eu vraiment, disons que je n'ai pas achevé, si tant est que c'est achevé un jour, mais vraiment ma formation de comédienne.
auparavant, j'avais eu quand même René Simon au Conservatoire à Paris, dans la classe de René Simon au Conservatoire. Et c'est vrai entre ces trois-là, je veux dire, ça prenait... Simon disait, il faut 10 ans pour faire un comédien. Entre ces trois-là, moi, j'en ai eu 15. Ouais. Alors, on voit ce qu'ils vous ont chacun apporté. J'imagine que c'est leur disparition qui a mis fin à vos différentes c'est-à-dire leur collaborations. disparition a mis fin... Non, pas tout à fait. Non. Il s'est passé une curieuse chose, c'est que j'ai accepté de faire une pièce qui était très, très jolie dans un théâtre dit privé. Oh là là! Voilà, Oh La là fille sur là. la banquette arrière, Ouais. et que de ce jour, Ouais. plus aucun théâtre subventionné ne m'a proposé de faire une pièce voilà. Alors je ne sais pas à quoi ça tient, c'est un truc français, paraît-il. Très français. Voilà, on change de circuit et tout à coup, on n'existe plus. Bon, ceci dit, j'avais quand même travaillé exclusivement pour le Théâtre de la Ville, Jean-Louis Barrault. Mais le Festival d'Avignon, des choses comme ça, on a fait des choses magnifiques. Et ça ne s'est plus jamais présenté. Je ne sais pas pourquoi. Quand vous allez remonter sur scène pour Oscar et la Dame Rose à la rentrée, vous allez avoir une petite pensée pour eux, pour vos pairs de théâtre, en le préparant? Toujours. Ils m'ont apporté l'un et l'autre énormément. En tout cas, c'est un bel hommage que vous leur rendez, puis vous nous les faites découvrir sous un aspect qu'on ne connaissait pas forcément, de l'intérieur en tout cas, Oui. par le travail. Jean-Louis c'était ludique, il était complètement ludique. Autant Jean Mercure n'avait de cesse de vous regarder quand vous étiez en scène, et il avait une chose horrible, c'est qu'il se mettait, quand il jouait pas, il venait vous observer dans la salle, et on voyait très bien au Théâtre de la Ville, vous savez, c'est comme ça. Quand on parle dans la salle, on voit moi je vois bien, j'ai une bonne vue, je voyais très bien, et on voyait Jean qui était dans les couloirs comme ça, qui regardait ce qu'on faisait, et qui faisait « Ah !» C'était épouvantable, parce tout en jouant, on voyait Jean qui faisait « Ah !» Il souffrait, et alors Jean-Louis, c'était autre chose. Jean-Louis, il était parfaitement capable de flanquer sa propre mise en scène en l'air, parce qu'il avait envie de faire une blague. Il ne résistait pas à ça, à faire le clown, à faire le gugus, et j'ai des exemples de ça, effectivement, dans des spectacles. En faire le clown, faire le gugus, ça vous va bien aussi. Je suis sûre, rapport à une ancienne conversation que nous avons eue, que s'ils vous regardent de là-haut, ils doivent être très fiers de vous, en tout cas. Mais je vous remercie beaucoup, Annie, d'être venue nous voir dans VIP. On peut vous souhaiter quoi pour la suite? De continuer. De continuer à... De continuer à œuvrer. À œuvrer. Voilà, à œuvrer le mieux possible. C'est un joli verbe, ça, œuvrer. Je vous le souhaite, et avec cette force et cette bonne humeur aussi qui vous caractérise, que vous avez donnée dans toute cette émission. Merci beaucoup, puis à très bientôt. Merci. Au revoir.